Alors, bienvenue au Open Circle. C'est un moment où on se retrouve ensemble avec tous les artistes et tous les penseurs, les créateurs. Tout le monde est bienvenu dans le Open Circle. Et ce week-end, on a eu plein de choses très intéressantes, des présentations très intéressantes. Alors, vous êtes invités de contribuer comme vous voulez. Vous pouvez parler des choses de votre travail aussi. Si vous avez des idées, comment améliorer des voies dans lesquelles vous aimeriez voir l'Infinite Village évoluer. À vous. Infinite Village, Cora, le village, je comprends, est infini. Parce que je pense que ça peut évoluer à l'infini, c'est-à-dire que chacun, en partant d'ici, va partir avec une graine et va le s'aimer quelque part chez lui. Et l'idée, c'est de faire que la constellation devienne de plus en plus grande, comme on peut imaginer un univers infini. Que c'est quelque chose à un moment donné qui va vraiment bien au-delà de cet espace-temps, et c'est ça qu'on souhaite en fait, que ça se propage le plus possible. Alors pour ma part, en fait, c'est Infinite Village, donc je regardais, parce qu'avant je ne connaissais pas le projet, donc je regardais un peu sur Internet, comme tout le monde, voilà en quoi ça concernait le projet. Et il y avait cette notion de co-construction, quoi. Bon, ce sont des mots-clés un peu bateaux, on va dire comme ça, mais qui finalement font qu'on met une pierre à l'édifice, comme ça, dans l'idée de construire le village, de faire village, hein, on parlait de ça avec Lynn aussi. Et en fait, voilà, donc moi je viens juste expliquer pourquoi moi je suis là, parce que je suis pas artiste, hein, et en fait je suis architecte. Et il y a des choses qui m'ont fait réfléchir à mon exercice professionnel autrement, et de l'amener sur quelque chose de plus bienveillant en fait. Voilà, de revenir à des savoir-faire ancestraux, à des choses qui font qu'on échange en construisant, qu'on fait en échangeant, quoi, en échangeant en faisant. Et en fait, voilà, je suis partie de ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai presque gagné avec le pétanque contre le forestier architecte qu'on a parlé hier. On était déjà dans une conversation très intéressante autour des plantes, des algues. J'ai fait une présentation autour des algues et les géopolitiques des algues. Un tour du monde où Jules Verne rencontre Cocteau ou quelque chose dans la cuisine japonaise. Et après, on a continué notre conversation autour des stratégies et pour développer des stratégies. Et je crois que c'est intéressant de prendre cette semille de ça pour continuer de penser et tous. Et aussi déjà avec Francesca, parce qu'elle était enthousiaste, on va cuisiner quelque chose et on a pensé comment on peut réfléchir de cuisiner, parce que normalement quand je suis invité, c'est parti d'une manière de partager aussi, de cuisiner quelque chose avec des algues. Et on a commencé de parler avec Sébastien, ton collègue, Sébastien Richard. Et bon, ici, je savais déjà, parce que la Méditerranée, c'est pas idéal pour ramasser des algues, donc normalement c'est dans l'océan. Et bon, lui, il a proposé
d'inviter Sébastien pour ramener aussi Sébastien Cortés, qui a ramené des plantes, qui est le Christ marin. Ouais, quand on est au bord de mer aussi. Et donc oui, je connais rien de ça. J'ai juste goûté et c'est un peu un fenouil de la mer. Et donc, je ne sais pas, je suis très curieux maintenant pour savoir un peu plus. La cuisiner un peu. Oui, aussi. Et bon. Voilà, pour un peu faire suivre à ça, le glanage, en architecture, on trouve les contraintes. On essaie souvent de contraindre la nature et tout ça. Nous, on va essayer de faire pareil. Aujourd'hui, on remet le glanage et l'utilisation des produits naturels qu'on va ramasser en avant, et on contraint beaucoup moins la nature justement, et on voit une cuisine meilleure, plus positive, et une vie aussi plus positive dans sa globalité. Donc là, la Christ marine qu'on allait ramasser tout à l'heure, je vais un peu te donner des recettes, tu vas voir, ça va être bien. Okay. Belle chose. Alors moi j'habite dans un village de Seine-et-Marne et parfois c'est dur. Hein. La solitude des villages et tout ça. Et donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire infinite village? Comment résoudre la contradiction d'avoir une vie urbaine, de rencontres et de vivre en jardinant et autres? Cette contradiction-là qui est difficile à résoudre pour tout le monde. Est-ce qu'il ne suffirait pas un peu de rééduquer les gens à la terre, de ce retour vers là, les ramener vers ça Je m'aperçois aujourd'hui que plein de jeunes qui sont de futurs cuisiniers ne savent plus d'où viennent les légumes et les poissons qu'ils cuisinent en plus, parce que c'est des jeunes en formation. Donc si dans ce milieu-là déjà il y a des manques, je vous laisse imaginer ailleurs, et ça même peut-être à la campagne, hein, je pense que ça existe aussi là-bas. Déjà... C'est des gens qui incitent les jeunes à connaître en fait les plantes qui sont dans leur région et des choses qui sont censées pour beaucoup de gens être des weeds. On parlait de weeds hier, c'est-à-dire des choses nocives comme le pissenlit, des choses comme ça. Et juste une petite pépite, le pissenlit, en fait, ça a été amené aux États-Unis parce qu'en fait, on peut manger tout du pissenlit. On peut utiliser la racine pour faire du café, on peut utiliser les feuilles, c'est très duratif, et aussi les fleurs aussi pour les salades. Alors ça, maintenant, c'est considéré un weeds. Alors du coup, juste inciter la plus jeune génération d'avoir des connaissances pour reconnaître les plantes, de savoir d'où vient leur nourriture, parce que tout le monde doit revenir vers la terre d'une manière comme on peut. Hein. Je pense que là, c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon travail de cuisinier. Et quand on s'estime cuisinier, aujourd'hui, il y a une mode de dire que les cuisiniers doivent être inscrits dans leur terroir. Je pense que ça commence par là, avant même d'aller voir les producteurs qui vont produire quelque chose sur ce terroir-là. En fait. Qu'est-ce qui existe en sauvage? Qu'est-ce qui y pousse? Qu'est-ce qui était là avant nous, en fait? Qu'est-ce qui était là avant nous? Qu'est-ce qui pousse naturellement là? Parce qu'en fait, on a du maïs qu'on cultive et on utilise énormément de l'eau pour ça. Et en fait, c'est du gâchis qu'on pourrait utiliser, manger d'autres choses, en fait. Oui, en plus, on le voit dans le sauvage, on s'aperçoit aussi des transformations qu'on a apportées sur ces plantes-là. Je pense à l'exemple de la carotte. Quand on prenait la carotte sauvage et la carotte qu'on a aujourd'hui sur nos étals, et là, on est quand même très très loin. Est-ce que là, on n'a pas trop impacté la nature? Est-ce qu'on n'a pas trop impacté? Est-ce qu'on n'a pas trop changé la chose? Changé le produit? Même la carotte, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, la carotte, ils ont décidé de garder que la carotte orange parce qu'aux Pays-Bas, en fait, ils voulaient mettre en valeur la maison orange. Alors du coup, ils ont fait en sorte que tous les autres carottes n'existent plus. Mais c'est que maintenant qu'on est en train de les reconnaître,
les carottes violettes, blanches, etc., jaunes. Oui. La vraie carotte sauvage est blanche, presque transparente, tellement elle est fine en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'énorme tubercule qu'on croise aujourd'hui. On peut dire que là, on a plus que contraint la nature là-dessus. Les graines des carottes sauvages, paraît-il, sont super bonnes. Et puis aussi, très très bon. Ouais, et aussi très bonnes pour la santé. Je ne me souviens pas à quoi ça servait exactement. Alors, je ne pourrais pas, en termes de pharmacopée, je n'ai plus en mémoire. Mais oui, elle est exceptionnelle. Le goût, enfin, ça, oui. On retrouve le goût, le vrai goût de la carotte finalement, avec son amertume, mais pas son sucre, pas. Voilà. Donc, même là, encore dans le goût, on a encore une fois modifié vers le sucre, ce qui est le triste monde vers lequel on s'est tourné, vers un monde de sucré, de salé sucré même. Et donc voilà, la carotte, encore une fois, on est l'exemple. On a fait d'un fruit amer, d'un tubercule amer, on l'a rendu complètement sucré. Là, c'est la question, la carotte sauvage et la carotte domestiquée, c'est des pertes de caractéristiques qui font que cette carotte est autonome. C'est-à-dire qu'il y a une modification biologique et une désociabilisation de la plante. C'est-à-dire que la carotte sauvage, elle arrive à pousser parce qu'elle sait encore s'associer dans le sol, etc. Et elle a encore les caractéristiques biologiques pour pouvoir vivre associée. Et c'est pour ça que certaines variétés, par exemple de pommes de terre, on retrouve, ont beaucoup plus ces capacités sociales. Et si on arrive à retrouver, ça c'est le travail que font certains jardiniers en ce moment, s'ils arrivent à retrouver les autres plantes avec lesquelles sont les meilleures associations, à ce moment-là, ils ont beaucoup moins besoin de travailler. C'est ce que certains jardiniers appellent la culture indirecte, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge toutes les caractéristiques de la plante, c'est-à-dire les caractéristiques de nourriture, de soins, prélèvements, etc., etc. Toutes ces dimensions sont prises par cette vie sociale. Et c'est pour ça que des plantes, c'est pour ça que on compare souvent cet individualisme chez les individus et cet individualisme des plantes. C'est-à-dire que nous, c'est pareil, on a de plus en plus de mal à se sociabiliser, on ne sait plus faire en société. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle comme ça a été fait dans l'évolution de ces pratiques culturelles et l'évolution de l'individualisme des hommes et des plantes en même temps. C'est voilà. Je peux répondre très très rapidement, mais je vais le dire tout à l'heure pour l'architecture. Il y a aussi ces questions d'industrialisation, monoculture de matériaux de bâtiment aussi, hein. Voilà, totalement industrialisé. Et on a perdu donc le lien, donc évidemment la terre au départ, quoi. C'est un matériau d'excellence de construction dans le monde entier depuis l'Antiquité et même avant. Et en fait, on ne sait plus bâtir avec de la terre. Et aujourd'hui, quand on voit des chantiers, t'as les entreprises, elles arrivent avec des bulldozers, elles font des trous énormes pour faire des sous-sols, pour les parkings, pour des choses comme ça. Et la terre, la terre c'est un problème, c'est un déchet. Et donc cette terre, ça ne veut pas où le mettre, ça coûte cher, c'est un déchet. Et donc on le met dans des déchetteries. Et c'est en fait, c'est la société qui le paye, ça. Parce qu'on est obligé de créer de la place pour entasser de la terre qu'on ne sait pas utiliser et qui pourrait être de matériaux de construction. Il suffit de savoir quelle est sa composition, voilà, s'il y a plus de sable, plus de gras. Et c'est des choses qui sont très 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 faciles à faire. Il y a des tests,
où on met la terre dans un... Ouais, je déteste quand on met la terre dans un verre d'eau, on mélange avec de l'eau et on voit ce qui tombe au fond pour mesurer le taux de gras, enfin de glaise ou de sable, et on peut l'améliorer. Et toute terre peut être utilisée. Voilà, il n'y a pas de mauvaise terre, à moins qu'elle soit polluée. Évidemment, il y a souvent de terre polluée. Mais ça, voilà, c'est ce qui était un matériau de construction qui est devenu un déchet et qu'en plus, on doit payer pour les stocker. Et en plus, moi, je prends l'exemple de la région où j'habite, donc au Pau, on va aller donc de plus en plus à l'extérieur de la ville pour entasser ces choses-là dont on ne sait plus quoi faire. Et en fait, on va encore couper des forêts, les dernières forêts, pour agrandir les déchetteries. Donc c'est vraiment une sorte de cercle vicieux qui est complètement fou. Et il y en a beaucoup de mal à revenir sur ces choses-là. Donc voilà, moi j'essaie de travailler un peu sur ces pertes-là d'autonomie complète. Est-ce que Elon Musk, il avait fait son tunnel et il avait dit qu'il allait utiliser la terre pour faire des briques, pour faire des maisons pour les pauvres? Est-ce que c'est gentil. Est-ce que c'est gentil? Alors, je voulais juste moi, savoir. je l'adore. Je ne sais pas s'il a fait. Je ne connais pas. Mais après, il y a les greenwashing, il y a le social washing. Exact. Donc, on fait un travail totalement stupide. Comment un personnage peut faire des choses comme ça? Et tout ça pour ça. C'est pour dire qu'on va aider les pauvres. Alors, tu parlais de la terre. Alors, c'est marrant parce que je sais que tu travailles sur Yona Friedman. Et Yona Friedman, il parlait de l'architecture comme reste de l'agriculture. C'est qu'en fait, il y a une tradition, c'est que quand on faisait de l'agriculture, quand on rencontrait une pierre, on la mettait sur le bord du champ. Et après, toutes ces pierres accumulées faisaient une petite architecture. Et effectivement, c'est intéressant ce rapport de... après, il y a toutes ces réflexions aussi en architecture sur respecter les différents niveaux de la progression sur la terre. C'est-à-dire, il y a d'abord la roche, après il y a la terre, après il y a ce qui pousse, etc. Et effectivement, quand on construit en terre, on travaille avec ce qui est en dessous de nous, mais quand on construit, par exemple, comme les Pygmées en bambou, là, on construit ce qui est encore le niveau au-dessus. L'idée, c'est de construire le plus possible avec ce qui est au bout, tout en bout de la chaîne du vivant. C'est-à-dire une société du gisement, c'est-à-dire par exemple l'extractiviste, c'est une société où tu plonges pour faire remonter, quoi. Et le béton, un truc incroyable parce que le béton, la France en architecture était construite en terre en très grande majorité, et en fait ça a été en très peu d'années que les syndicats du béton, etc., se sont imposés comme une force extrêmement puissante. Exactement la même chose qui s'est passée en agriculture industrielle. C'est en très peu d'années. Oui. En fait, l'agriculture, elle est un petit peu en avance sur l'architecture, sur ces points-là. Parce que, bon, il y a les colibris, il y a les gens qui font de la cuisine avec des plantes un peu anciennes. On est revenu avec des pains, avec des blés plus anciens. Il y a quand même beaucoup de militance dans le milieu de l'agriculture pour revenir à une agriculture paysanne. Et l'architecture, elle est un peu à la traîne là-dessus. Mais moi, je pense qu'on s'est un petit peu aussi calqué sur ces révolutions, contre-révolutions de l'agriculture. Et pour revenir à Yona Friedman, il dit que l'architecture, c'est un toit et à manger. Et que ça, c'est complètement évacué par le système éducatif, par les écoles d'archi, par les systèmes industriels, assurantiels, ordinal, de l'ordre des archives, tout ça. Donc j'ai perdu le fil. Oui, c'était pour dire que lui, il dit donc c'est le toit et la nourriture, et qu'aujourd'hui on a évacué toute la nourriture en dehors des villes et de plus en plus loin. Et qu'on voit bien qu'il y a des problématiques, comme il y a eu le Covid, qu'on s'enferme, qu'on ne peut pas faire venir de pommes de Chine. Voilà, il faut refaire avec ce qu'il y a autour de soi et il faut se réorganiser. Je ne sais pas si on a appris avec le Covid, j'ai l'impression que la société, elle a plutôt envie de revenir au plus vite
Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Ce phénomène-là, pendant les 2 mois et demi, ça a duré un petit peu, ça a continué un petit peu à rayonner, mais finalement on est revenu à une société de consommation. Alors, comme tu disais, les gens qui aujourd'hui font attention, à mieux consommer, à mieux produire, sont une toute petite niche. Ça n'a pas changé les agriculteurs, le confinement, ça c'est sûr. Il n'y aura pas plus d'agriculteurs voilà, ça n'a pas permis à ça. Ils n'ont pas d'un coup décidé à convertir leur agriculture en permaculture, qui est finalement celle dont il parlait tout à l'heure, qui ne contraint plus les légumes et qui leur rend leur sensibilité finalement. Mais par contre, chez le consommateur, ça a semé quelques graines quand même. Et bien plus qu'on ne le pense. Bien plus qu'on ne le pense. Alors c'est pas devenu une ligne de conduite, mais du moins il y a une réflexion autour du mieux manger, ce qui est déjà mieux. On était très très loin jusqu'à encore quelques années en arrière. Donc voilà, après, comme tout changement, il ne s'opère jamais de façon directe, hein. Il va falloir du temps. Je pense que nous, les professionnels du métier, nous sommes là aussi pour essayer de faire changer les choses et de semer ces graines tous les jours. Mais je pense que voilà, les architectes aussi, les cuisines souvent étaient en arrière dans les années, il y a encore une centaine d'années, peut-être un peu en arrière, on ne les voyait plus. Aujourd'hui, elles sont revenues une pièce centrale de la maison. Et forcément, ça joue sur l'importance du repas et l'importance de tout ça. Ça en dit des choses même sur la cellule familiale qui était plutôt paternelle. Donc la mère, elle est à la cuisine, le père, il est à l'apéro avec les copains. Et aujourd'hui, les cuisines ouvertes font qu'on vit des espaces, bien sûr. J'espère que... Beaucoup de cuisiniers aujourd'hui réintroduisent dans les menus les légumes de saison, aussi les circuits courts. Voilà, il y a un moment, il faut savoir cuisiner en conscience aussi, un petit peu. Il y a plein de raisons, et dont une économique aussi, il faut quand même pas se voiler la face. Une tomate qui, du mois de janvier, outre qu'elle n'a aucun goût, elle est très chère par exemple. Et donc voilà, aujourd'hui, refaire du circuit court, éviter, je l'appelle ça cuisiner en conscience tout simplement. On est les plus gros gâcheurs, nous les restaurants, parce que on a quand même ce volume. Donc par définition, on gâche un peu de nourriture, parce qu'on ne peut pas réutiliser ce qui revient de l'assiette des clients quand ça arrive et tout ça. On gâche énormément de volume. Donc si déjà au début de la chaîne, on ne fait pas attention, arrivé à la fin, on devient des énormes pollueurs, et finalement, parce qu'on met des pollueurs, on s'écarte de finalement ce qu'on devrait faire dans notre métier, c'est-à-dire être en travail direct avec la nature. Donc voilà, on est obligé aujourd'hui de faire attention à la façon dont on travaille, et comme on est obligé aussi à petite échelle de faire attention à la façon dont on consomme. Voilà, donc nous sommes là pour mettre cette graine aujourd'hui. Et en plus, on nous attend autour aujourd'hui, on est scruté là-dessus, sur ce sujet-là. Et les déchets des restaurants, est-ce que, je ne m'y connais pas, mais je me suis dit que ça pourrait être une ressource incroyable pour l'utiliser quelque part en l'orée des villes. En fait, il y a quand même des applications, je ne sais pas si on peut en citer. Déjà, il y a les Too Good To Go, exactement, qui sont fabuleuses pour ça, qui permettent de ne pas avoir de reste, ce qui est une très bonne chose. Après, dans notre façon de consommer, à une époque, dans la cuisine gastronomique surtout, c'était devenu une cuisine de taille pour les légumes. On va prendre l'exemple des légumes, c'était une cuisine de taille, vraiment, sculpter les légumes, ce qui générait un nombre de déchets monumental. Aujourd'hui, pourquoi ne pas revenir finalement quand on mange une carotte, aussi grand que soit le plat, même dans un 3 étoiles finalement, pourquoi ne pas revenir à une carotte finalement, tout simplement, ce produit brut en fait qui est juste suffisant à lui-même souvent. Alors bien sûr, on est aussi, nous en tant que cuisiniers, tout à l'heure je parlais d'architecture du goût, on est aussi là pour construire quelque chose. Mais pourquoi cette base-là, on ne reviendrait pas, comme tout à l'heure tu disais, un matériau de construction qui soit la terre, pourquoi on ne reviendrait pas à un produit de base qui soit juste ce produit-là, en fait, tout simplement. Et plus, ce qui évite énormément de déchets, et qui en revient aussi à une chose qu'on connaît. Cora, tu me parlais justement de ces fameuses meules que tu installes dans le jardin, qui m'a donné envie de faire pareil aussi dans le mien, pour pouvoir justement avoir son propre potager, n'est-ce pas? Et est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs une idée pour certains cuisiniers, institutions, d'avoir
de développer eux-mêmes en fait leur propre espace pour réduire encore la taille du circuit et avoir moins de Je pense que ça pourrait être intéressant, mais je pense que dans l'espace urbain, c'est la problématique d'avoir assez d'espace. Je pense qu'il y a certains restaurants qui sont dans les campagnes, etc., qui ont le luxe de pouvoir avoir leur propre potager, d'avoir leur propre poule et d'instaurer un circuit pas autonome, mais oui, mais l'autosuffisance est quasiment impossible, même dans des lieux avec, dans des restaurants de campagne qui ont vraiment un espace dédié. Déjà y revenir, c'est une bonne chose. C'est un sujet auquel je pense avec d'autres chefs du coin, où on aimerait justement, on se disait au lieu un petit lopin de terre qui va être revendu forcément à un gros producteur dans la région parce qu'il rachète tous les petits au fur et à mesure. Mais si on essaie de se fédérer en temps à 3 ou 4 cuisiniers, mettre quelqu'un là qui va produire quelque chose là-dessus de façon saine, de façon positive, et voilà, pourquoi pas. Alors après, ça engage d'autres choses. Voilà, c'est vrai que nous sommes cuisiniers, nous ne sommes pas paysans, donc c'est vrai qu'il y a cette dynamique économique aussi, ça oblige à embaucher quelqu'un ou trouver d'autres solutions, c'est assez compliqué. Le monde agricole ne s'ouvre pas forcément aux gens qui n'en font pas partie. Donc c'est très très difficile en tant que cuisinier de dire je vais acheter un terrain agricole et je vais le cultiver. Ça devient c'est un petit sacerdoce administratif en fait. C'est possible, mais voilà, ça devient assez compliqué alors que ça devrait être assez simple finalement parce que c'est quand même une démarche qui je trouve plus que positive. Ça n'existe pas à Marseille. Parce que maintenant ça existe dans la majorité des villes quand même. Il y a de l'agriculture périurbaine. Bah voilà, ouais. Bien sûr, mais qui sont pas sous ce modèle-là. Là, on parle du modèle des restaurateurs qui deviendraient des restaurateurs paysans. Il n'y en a pas vraiment. Voilà. Les restaurateurs paysans sont, c'est plus souvent un titre, on va dire, de communication qu'un vrai cuisinier paysan. Je peux citer l'exemple du restaurant solaire qui s'appelle le Présage à Marseille, qui en fait aborde, qui a cette démarche de cuisine régénérative et ils sont en train de construire en tout cas le restaurant qui sera à Château-Gombert et l'idée c'est de produire sur place ce qu'ils vont cuisiner avec leur four solaire et ils sont également en train de lancer une guinguette solaire qui devrait ou qui est à ici Marseille en ce moment. Et l'idée c'est d'essaimer le concept de la guinguette. C'est un container tout simplement pour évangéliser, faire connaître en tout cas le restaurant et ça préfigure l'ouverture qui normalement ils ont eu les permis de conduire de construire récemment et je pense que l'ouverture c'est pour l'année prochaine. Voilà. Donc il y a un restaurant régénératif qui a à peu près travaillé. En dehors de Marseille? Non, ils sont sur le territoire de Marseille. Voilà. C'est un exemple. Mais moi je suis... Non, j'allais rebondir par rapport aussi à l'idée des containers, puisque Lucia aussi, et peut-être vous peuvent rebondir là-dessus, mais effectivement... dans tout ce qui est industrialisation, il y a beaucoup de déchets, comme on disait. Alors apparemment, à Marseille, il n'y a même pas vraiment de triage. J'étais complètement surprise parce qu'on a des poubelles communes, en fait. On n'a pas de poubelles de tri depuis qu'on est là. On aimerait en trouver, mais on ne sait même pas où. Donc on n'en a pas dans la rue. Déjà, les poubelles sont ramassées, c'est bien. Déjà, Marseille. C'est presque dangereux de dire ça à Marseille. Oui, je sais. Mais je suis plus à Marseille, ça me permet de... Coupe. Si seulement ils étaient ramassés, c'est pas mal ça. Oui, je me permets d'introniser Gio, qui est le directeur de l'association Tala Santé. C'est cet éco-village qui est à l'Estac et qui travaille également. Je préfère que tu prennes la parole, mais l'idée en ce moment, le vrai sujet, c'est la phytothérapie, la gestion de certains déchets. Donc bon, voilà, ce sont des projets sur le territoire qui amènent plusieurs compétences au sein de l'association à réfléchir pour trouver des solutions. Oui, justement par rapport à
enfin, si on se raccroche ce qu'on fait au thème du réemploi et un peu plus, l'association a été créée il y a 20 ans à l'Estac, au bord de l'eau, et elle a été sur un terrain du port autonome de Marseille, du grand port maritime, qui nous loue une parcelle sur laquelle on a installé au départ 3 conteneurs, et développé des projets qui étaient vraiment liés à la mer et au bien-être. Donc la mer, vecteur de bien-être, comment avec des projets maritimes, on associait culture et social. Ça a été un peu la base de l'association. Ensuite, elle a évolué et là, on est une jeune équipe à l'avoir reprise il y a 5 ans, en changeant le modèle économique, donc en étant plus subventionné. Aujourd'hui, il y a 28 conteneurs dessus. Donc quand on l'a récupéré, l'association, il y avait déjà ces 28 conteneurs. Et en fait, on a continué dans cet état d'esprit, mais on a élargi un peu la thématique, surtout sur celle du réemploi, c'est-à-dire qu'en fait, cette association, aujourd'hui, on peut la voir comme un équipement public, clairement, parce qu'il y a un peu tout type de services et d'usages qui s'y passent. C'est ouvert à tous les habitants du quartier, voire plus. Donc ça va passer des ateliers à des espaces de bureaux. Il y a un foyer avec une cuisine, des terrasses pour travailler, manger, une buvette en autogestion, une brocante, une bibliothèque. Tout ça, c'est des petits projets qui sont nés en fait au fur et à mesure dans le temps. Et tout a été construit avec des matériaux de réemploi. Donc à chaque fois, ça a été de trouver, en fait, ça n'a jamais été des projets qui ont été, avec l'ambition de projet ou tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui dans les projets classiques où il y a un but et on va essayer de limiter les risques pour arriver à ce but. À Thala Santé, il n'y a pas de but. C'est la méthode, elle est plutôt dans le processus. On travaille le cadre et les seules données sont les moyens humains sur le moment qu'il y a et avec quelle matière. Et avec ça, on a construit un lieu de vie, mais simplement avec ça, sans avoir la prétention à la base de fabriquer un lieu de vie. Ça s'est fait comme ça et le projet finalement, s'il évolue à d'autres choses, ça sera, peu importe en fait. L'important c'est pas ce qui peut devenir, mais ce qu'il est au moment présent. Et cette dimension, du coup, si je peux raccrocher vraiment au réemploi, ça m'intéresse personnellement parce que je suis aussi architecte et je travaille dans des agences j'ai les pieds un peu dans plusieurs domaines, donc dans des agences qui traitent de gros concours de construction classiques, et toutes ces dimensions-là sont forcément pas du tout. Elles sont présentes dans les mots, mais absentes dans les faits en fait complètement. Et une des raisons pour lesquelles j'imagine que ça marche toujours pas, c'est bien parce qu'il y a cette notion de maîtrise en fait de projet, et que ça il faut arriver aujourd'hui à accepter qu'il peut y avoir d'autres manières de construire, et que ces manières de construire qui sont sans la maîtrise totale, mais plutôt la maîtrise d'un objet fini, mais plutôt la maîtrise d'une méthode, à ce moment-là, ça devient autre chose. Donc bon, c'est un peu comme ça, je suis parti dans tous les sens, désolé. Non, mais je pense qu'on va rebondir là-dessus. De toute façon, tout à l'heure, moi je suis totalement dans cette optique-là. Et en fait, là, il y a plein de questions en fait, qui viennent se greffer à ces envies-là. Il y a déjà des municipalités qui ne sont pas très ouvertes à des projets comme ça. Il y a les questions, on se heurte souvent à des questions administratives, assurantielles, de permis de construire, qui sont des usines à gaz aujourd'hui. Je ne sais pas si tu en as déjà rempli des dossiers comme ça. Aujourd'hui, comme tu dis que tu veux bâtir quelque chose, il faut tout décider en amont. Ça veut dire que tu dessines la fenêtre, le truc, te dit les matériaux, tu as la fiche de bureau d'études qui te dit le R thermique de chaque matériau, machin. Et en fait, ça t'empêche complètement de dire, bon, ça ne convient pas, là, dans le lieu et dans le cas présent, et avec les matériaux présents,
je veux faire ça. Et je pense que toutes ces données administratives qui sont un peu industrialisées elles-mêmes aussi, elles viennent corroborer sur le fait que tout devient très compliqué, qu'il faut énormément d'énergie, qu'il faut de l'argent, qu'il faut que des gens comme toi, moi et puis ces gens qui circulent dans ce milieu arrivent à manger. Et en fait, il y a aussi les questions de subventions. Tu as parlé de subventions. C'est hyper compliqué. Tu parlais de modèle économique et de subventions. Et en fait, le modèle économique, c'est vraiment au niveau associatif, c'est cette difficulté de se dire comment je peux faire ce que j'ai envie de faire sans expliquer les choses aux autres, sans être redevable à des maires ou à des conseils généraux ou à des régions qui ont envie de donner de l'argent. Et finalement, on se rend compte que quand il y a un maire qui donne de l'argent, on est obligé un peu de la fermer et puis pas dire les choses telles qu'on l'entend vraiment, quoi. Et donc on fait vraiment des petits pas comme ça, c'est très très difficile et il faut tout construire là-dessus. Ça demande énormément d'énergie, quoi. Tu le sais. Ouais, sur justement ce modèle économique, donc, enfin, nous on est très petits, hein, on est une dizaine, une quinzaine dans le CA, il y a une cinquantaine d'adhérents qui tournent autour du lieu assez régulièrement et après un peu plus mais plus ponctuellement, donc on est quand même une petite structure et on a enfin, comment dire, en fait cette association elle fonctionnait vraiment avec des subventions, des grosses subventions, elle a été construite comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il y avait cette histoire de plus de subventions, moins de subventions. Et à un moment donné, quand nous, on a récupéré l'association, on s'est posé la question, en fait, est-ce qu'on garde ce modèle économique? Est-ce qu'on va se mettre derrière les papiers? Ou est-ce qu'on va prendre les outils? Et donc, on a plutôt pris les outils, travaillé les espaces pour qu'ils puissent attirer du monde. Et ainsi de suite, créer ce nouveau modèle qu'on a actuellement, qui est d'avoir une partie des espaces qui est dédiée à la mise à disposition pour des projets. Ces projets ont une rémunération envers l'association qui permet de participer aux frais de l'association. Et en ayant cette autonomie-là financière via les projets, comme on a plus d'espace disponible que ce qu'on met à disposition, et du coup on peut quand même accueillir des projets gratuits. Donc on accueille la PJJ, Vogue la Galère, des associations ou des structures qui, du coup, n'ont pas forcément les moyens de payer quelqu'un pour développer des projets. On arrive quand même à le faire. Et en même temps, on a, comme tu as dit, cette liberté totale de pouvoir faire ce qu'on veut, avec les valeurs qu'on a, sans qu'elles soient biaisées, et sans qu'on ait à changer de discours en fonction de qui nous donnerait des moyens ou pas. C'est que là, on est assez autonome et même on s'est presque un peu trop, on va dire, ouvert au public mais fermé aux institutions. C'est qu'on n'a pas trop de rapport avec les grandes institutions ou même la mairie. Un peu dans un but, au départ, pour presque se protéger de quelconque récupération. Donc là, on n'a pas honte de le dire. Après, si aujourd'hui, maintenant que c'est un peu plus stable, même des personnes politiques viennent voir et qu'ils s'en servent après peut-être comme modèle ou qui valorisent ce genre de choses, pourquoi pas? Mais au moins on aurait la force de leur dire, de leur répondre en fait, simplement. Même en étant petit, encore une fois, c'est très modeste, hein, c'est pas... Tu dis 20 ans? 20 ans, oui. C'est déjà une vie associative très longue, c'est pas évident, c'est très long. C'est la particularité aussi de ce lieu, comme je le disais tout à l'heure, dans la manière de faire, c'est un peu la contrainte du temporaire qui nous a fait aussi amener à ça. Ça, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre fonctionnement, il est clair, sur les méthodologies qu'on applique, mais il est venu à la base d'une contrainte qui est le temporaire, c'est qu'on a un bail avec le port autonome qui est renouvelable tous les ans. Et il était fait pour 1 an. Donc là, ça fait 20 ans. Mais en fait, on n'a jamais justement cette possibilité d'imaginer quelque chose à plus d'1 an.
Donc c'est pour ça mais quand on regarde en arrière, c'est ça qui je trouve intéressant, c'est que 20 ans, c'est quand même un sacré bout de temps. Donc en fait, la construction, elle est là. Et cette construction-là, si justement on l'avait imaginée 20 ans en arrière, on n'aurait pas pu imaginer ça, en fait, ce que c'est devenu. Et ça, enfin, pour le coup, je trouve que la méthode, on peut l'expliquer. Le fait qu'il y ait le temps avec nous, c'est-à-dire cette histoire, et qu'elle est visible, on peut le montrer et du coup le démontrer. Donc quoi, que ça marche. Ça marche. Donc pour peut-être justement faire confiance dans ce type de projet, sur lequel on ne sait pas quel pourrait être leur devenir. Et dans l'intégration sociale d'un quartier, mais aussi même l'architectural, parce que c'est un petit village de conteneurs un peu particulier, quoi. Un peu cabanon, un peu... C'est particulier. Ça se dessine pas en fait. Et ça rejoint un peu justement aussi tout ce que pourrait dire Yona Friedman. C'est toute cette architecture vernaculaire. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le mot vernaculaire, à chaque fois qu'on a dans les projets urbains ce mot qui revient et toutes les tentatives de faire du vernaculaire, ça ne se dessine pas le vernaculaire. Donc c'est en ça où à un moment donné il faut arriver à l'entendre et le comprendre pour l'intégrer, même justement dans les écoles d'archi. On peut faire de l'architecture vernaculaire, mais on ne peut pas la dessiner en fait. Il faut qu'elle se vive en fait, sinon ça ne marche pas. En fait, je sais pas, c'est des mots un peu obscurs des fois aussi. Il y a plein de gens qui pensent que le vernaculaire, c'est les plus beaux bâtiments, c'est l'architecture vraiment cossue, bien conçue, avec des matériaux riches, etc. Et en fait, vernaculaire, c'est faire avec ce qu'on a autour de soi. Donc effectivement, qu'on va faire autour de ça, si je suis à Pau, il y aura du galet, si je suis, je sais pas, au Maroc, il y aura de la terre, et donc il y a des choses comme ça qui vont venir s'enrichir. Mais effectivement, si on est dans un bidonville et qu'il y a de tôle, de la tôle ondulée, ça c'est de vernaculaire aussi parce qu'on fait avec ce qu'elle a. Et vous certainement que les conteneurs, c'est parce qu'ici c'est un port industriel et que quand ils sont un peu abîmés, ils partent aux déchets et que vous le récupérez aussi. Donc il y a toute cette question de récupération évidemment qui est nécessaire, quoi. Après il faut de la tolérance parce qu'il y a encore une fois se heurter à des municipalités. Il y a des maires qui ne vont pas vouloir que cette architecture pauvre, un peu faite de briques et de brocs et temporaire, qui ne vont pas vouloir qu'elle reste. Et aujourd'hui, la loi leur autorise, par exemple, à coller des amendes à la journée. Donc c'est un petit peu une épée de Damoclès quand on fait des projets comme ça qui peuvent super bien se passer. Et on entend aujourd'hui des gens dire le maire a changé, la mairie a changé. Et ceux-là, ils n'ont pas de tolérance pour cette architecture-là un peu plus pauvre, parce que ça les embête, parce que voilà, il faut gentrifier, etc. Et donc, les maires, ils ont aujourd'hui, avec la nouvelle loi, le droit de mettre, ils appellent ça des astreintes, donc c'est 500 € par jour. C'était 200 avant, le Sénat a passé à 500. Donc, ce sont des choses auxquelles on n'y pense pas quand on est dans le vif d'un projet, mais qui existent, donc qui rendent les choses un peu tendues. Mais bon, on sait que de toute façon, la législation, elle arrive toujours en retard sur les envies de prendre les choses en main. Voilà, et puis ça donne de l'autonomie. Et puis donner de l'autonomie aux gens, c'est toujours très dangereux pour les pouvoirs publics en général. Donc ça en fait partie aussi. Quand il y a une asso comme ça qui se prend en charge, qui récupère des matériaux, qui loge des gens, mais qui sont précaires administrativement, parce que vous avez un bail court, à tout moment, on peut venir passer le bulldozer sur un projet comme ça, quoi. À Pau, il y a eu une occupation d'un site parce qu'ils ont démoli des bâtiments. Et ils allaient reconstruire, il y avait des concours avec des gros projets, des grosses sommes d'argent, tout ça. Et en fait, entre le moment où ça a été démoli et le moment où ils ont commencé les travaux, il y avait un an de vide.
Et donc il y a une asso qui a occupé un site comme ça, avec les habitants. Il y avait des gens qui venaient de faire de la cuisine avec de la récupération. Les gamins ils descendaient des immeubles pour venir à manger. Il y a eu un poulailler qui a été mis en place. Ils ont planté des tomates. Bon, c'est 1 an et vraiment avec très très peu de moyens. Mais la première chose qui a été faite, c'était bulldozer. Et tout effacé. Et il n'en restait rien de tout. Juste le poulailler, ils avaient obtenu à le mettre un peu plus loin dans le quartier, parce qu'il y avait des jardins entre les grands immeubles, et que les gens des immeubles les avaient dit, mais non, on veut garder le poulailler. Parce que tout le monde descendait tous les jours s'occuper des poules, et alors ceux qui s'occupaient des poules, qui les donnaient à manger, récupéraient les œufs, et puis ça faisait une dynamique, les gens ils se rencontraient, les gens qui s'étaient jamais vus. Ils disaient, moi j'ai jamais rencontré madame machin, et puis là ils étaient ensemble au poulailler. Et bien la municipalité, ils ont dit non, c'est pas propre, ça génère des odeurs, etc. Et donc ils ont aussi supprimé ça, donc il n'y a plus de traces. Et c'est voilà, c'est des problématiques comme ça. Moi, c'est qu'une question, c'est aussi la question du collectif, parce que l'architecte tout seul, il ne peut rien faire. En revanche, si on prend par exemple l'association Pérou, quand ils interviennent quelque part, il y a des juristes, des architectes, des sociologues, ça va jusqu'aux politiques. Et en fait, si on veut faire des espaces qui sont collectifs, il faut que ce soit dès le départ un collectif, parce que sinon ça ne marche jamais. Et en plus, il faut que ce soit drôle et agréable à vivre, quoi. Et donc, c'est certains collectifs qui se sont montés un peu partout pour des petites expériences. C'est à la fois un truc de recherche et un truc parfois de construction. Pérou, ils ont construit des trucs et tout. Ouais. Et donc, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire comment monter des équipes mixtes, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est souvent le problème le côté un peu corporatiste de l'architecte, et même justement le côté idéologique qui reste un peu renfermé. Et effectivement, aborder, il faut aborder le collectif par le collectif justement, et pas par. Là, encore une fois, l'exemple de l'association là dans laquelle on est, c'est ça, c'est complètement transversal. On est en fait, même que ce soit dans le CA ou les membres, il y a de tout en réalité. Et du coup, c'est en ça où ça devient un peu plus intéressant dans les discussions et dans la gouvernance d'un lieu pareil. Il n'y a pas qu'un côté justement regard d'architecte classique que l'on Parce qu'on ne sait pas aller où l'architecture. On ne sait pas où elle est l'architecture, dans le sens où le droit conditionne tellement l'architecture qu'un juriste, par exemple, sur l'architecture de terre au Maroc, des exemples de construction collective, c'est lié à des droits coutumiers, c'est-à-dire on a le droit, etc. Donc il y a des contraintes quand même, c'est un collectif sous contrainte, mais il y a une marge d'interprétation et ça devient vraiment une architecture où on ne sait pas où ça va, parce que les villes se sont construites comme ça. Et donc... par addition. Oui, et puis il y a du juridique là-dedans, parce qu'il y a du droit coutumier, il y a tout, quoi. Tout est ensemble. On est obligé de prendre la question non séparée. Ouais. Moi, je sais que l'architecture, j'en suis sorti un peu pour ça, parce que c'était tellement devenu trop concentré qu'il fallait réouvrir, quoi. J'ai rebondi juste sur la question de la temporalité, parce que quand tu dis faire les choses, toi aussi tu disais les choses, on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire, on a fait petit à petit. Et là pareil, il y a les villages très anciens, les rues elles se faisaient petit à petit, il n'y avait pas de tracé, les choses elles évoluaient organiquement. Et en fait on a perdu ça dans les banlieues de villes anciennes. On a tout tracé. On a tout décidé en amont, et en fait il y a comme les lotissements de maisons individuelles qui sont toutes identiques, et en fait dans ces lieux-là on a imposé des temporalités. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils achètent un terrain ancien, enfin on déboise évidemment, on trace des carrés, on vend des carrés, et en fait on impose aux personnes qui achètent les terrains de bâtir en 3 ans par exemple, tu vois, dans un lotissement. Donc, en temporalité, c'est ça aussi. Tu ne peux pas faire ville comme ça.
Ça veut dire que tu morcelles un truc, tu donnes un morceau à chacun et tu le dis non mais toi ta maison tu le fais à tel moment. Et puis on l'achète sur catalogue évidemment parce que c'est plus facile. Comme ça on sait ce qu'on a, ce que j'ai entendu souvent. Donc on n'accepte pas cette organicité comme ça, des décisions qui viennent petit à petit. Il faut tout savoir, tout décider en amont, tout tracer et tout acheter là où il faut avec le papier qu'il faut pour les matériaux et tout. Voilà. Et même par rapport au réemploi. Bon, il y a Rédificar à Marseille et en fait le réemploi c'est pareil. Il y a maintenant, ils sont en train de légiférer là-dessus, donc il va y avoir un décret de loi, mais déjà ils sont en train d'écrire de textes, je ne sais pas si tu as regardé. En fait, c'est sur la loi contre le gaspillage, donc là pour les matériaux de récupération, il va y avoir des personnes qui vont avoir le droit de dire si les matériaux qui ont été déposés dans un endroit et qui vont être revendus, donc remis en circulation dans le monde du bâtiment, il va y avoir un droit là-dedans, mais on ne sait pas qui, ni comment, ni pourquoi. Donc nous, déjà, depuis plusieurs années, on fait des formations, on fait des chantiers expérimentaux, on écrit des choses, on a revendu je ne sais pas combien de tonnes de matériaux que les gens ont déjà appliqués. Et après, est-ce que nous, on va être dans cette liste alors qu'on fait ça juste avec de l'énergie, quoi? Est-ce qu'on va être dans cette liste des personnes qui ont le droit de dire que... Ou alors il y aura peut-être des bureaux d'études qui vont être spécialisés, comme ceux qui font du diagnostic. Voilà, c'est très très complexe. Pour passer du coq à l'âne, retourner un peu le coq à l'âne, pour retourner. Tu parles pour nous? Non, pas pour vous, pour retourner un peu aussi à la cuisine, parce que évidemment le temps tourne et puis dans pas longtemps on va être obligé d'arrêter cet open circle. Mais donc nous avons un nouvel arrivé aussi qui est Nicolas Adam, qui est donc chef d'un restaurant étoilé d'ailleurs, donc en Bretagne si je ne me trompe. En Bretagne, oui. Et donc vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, d'incorporer des algues dans votre cuisine ou... Oui, assez quand même, parce que c'est vrai qu'en Bretagne, la température de l'eau fait que les algues sont très... on a beaucoup d'algues et puis... moi, je suis en bord de mer, donc j'utilise vraiment dans ma cuisine. Alors, pas tout le temps, ça dépend des envies. Voilà. Par contre, j'ai jamais vu des algues comme ça. C'est la première fois que c'est un peu bizarre ici. À Marseille, tout pousse en fait. Alors, je remercie Sébastien qui m'a tendu ce traquenard. Donc voilà, je suis en vacances et donc j'ai une pâtisserie, boulangerie, un concept trattoria, coffee shop assez innovant. Et j'ai aussi ce restaurant que j'ai depuis 20 ans, 18 ans d'étoile Michelin, voilà, avec mon épouse Solange. Exactement. Comment? Il est à Plérin-sur-Mer, donc à côté de Saint-Brieuc. Ça touche Saint-Brieuc. Et donc la mer, c'est notre quotidien, le beau temps de Bretagne qui est très connu, et quelques tempêtes aussi. Et c'est vrai que les algues font partie de notre quotidien, de nos épices un petit peu pour nos assiettes. Après, moi j'ai une cuisine qui est assez, comment dire, tout en subtilité, donc les algues je les utilise vraiment justement comme des épices, voilà, et je fais des infusions où c'est plus un peu à la japonaise que voilà, je suis pas la salade de dulce en mise en bouche, c'est pas mon truc, quoi. Donc voilà, c'est ouais. La cristomarine, tout ça, ben voilà, on en trouve autour de chez nous. On va ramasser la salicorne, qui c'est encore vraiment très différent, mais voilà, c'est un peu... d'autres chefs dans les Alpes vont prendre des fleurs sauvages. Nous, c'est ce que la nature nous donne qui est vraiment intéressant. Parce que justement, avec Philippe, on en discutait, et Sébastien aussi, puisque Sébastien est un glaneur et que Philippe a fait une très belle proposition hier, une conférence sur l'utilisation des algues avec une vidéo performance qui nous a montré aussi. Et donc c'est vrai qu'on avait ce sujet en entrée de conversation ici, et donc comme vous arrivez peut-être un tout petit peu
sur la fin de la conversation, mais c'est vrai que c'était intéressant de vous inclure et de peut-être lancer quelque chose tous les 3 quelques minutes, parce qu'ils ont certainement des questions. Je te rejoins du coup. Pareil, oui, ces herbes-là, ces plantes qu'on trouve sur notre terroir, qui poussaient là avant nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, sont notre sel à nous, notre assaisonnement, notre petite touche personnelle, régionale finalement et territoriale. Donc elle est l'essence même, et souvent l'identité du terroir dans lequel on cuisine. Donc elles sont très importantes et rentrent en rayonnement avec tout ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'architecture et tout ça, ça fait partie de tout ça, cette globalité-là. Et tu coupes les algues toi-même? Tu vas vraiment... Alors, moi j'ai quelqu'un qui va me les chercher ou avec qui je travaille. Ouais. On s'est amusé à aller les chercher avec mon second. Il m'a ramené, pendant sa coupure, il allait chercher les algues, mais après bon, ça devient on est un peu esclave de notre travail, quoi, déjà que voilà, donc mais c'est quelque chose que je prends plus. C'est comme le ramasseur de champignons qui arrive avec les cèpes qui sont magnifiques. Bon, s'il n'en a pas la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est pas bien grave, quoi. Donc c'est un peu comme ça que je vois l'algue. Moi j'aime bien les algues cette subtilité lorsque on ne voit pas tout de suite qu'il y a des algues dans le plat ou dans l'infusion, dans le jus, dans le bouillon, mais qu'elle vient en fin de bouche, qu'elle vient comme ça caresser un petit peu le plat, plutôt que d'avoir une persillade d'algues, voilà, où là ça l'emporte. Mais après chacun sa cuisine, c'est pour ça que c'est très intéressant, comme vous dites, c'est le sel un peu de nos plats. C'est ce qui vient ponctuer comme un poivre, et puis après il y a certaines algues qui sont plus faciles à travailler en infusion, toutes fraîches comme ça, à cru, où il faut commencer des fois juste une algue qui rapporte le côté iodé, et c'est un peu un préambule avant un plat de poisson, un crustacé. Donc c'est vraiment intéressant. Et est-ce que, comme tu as dit, il y a des ramasseurs de champignons où tu vas trouver ton propre truffe? Est-ce qu'il y a le même prestige comme oui, je ramasse mes algues parce que je suis au bord de mer, ou je ne sais pas, dans le monde cuisine ou culinaire, comment tu sens ça? C'est toujours mieux de... J'ai un des meilleurs amis, Lionel Enaf, qui est en Bretagne aussi, qui a une étoile qui est très bien notée au Gomillot, tout ça, et c'est un fou furieux de la cueillette. Il passe son temps le matin, l'après-midi, à aller cueillir des herbes, alors lui c'est vraiment les herbes, les champignons, ainsi de suite. Et à chaque fois, des fois, on se montre des photos où je lui montre 25 kilos de cèpes, ainsi de suite. Et lui, il m'en monte une trentaine, et puis à chaque fois, il met hashtag nos ramasseurs. Donc voilà, parce que moi, je ne vais pas les chercher. J'ai mes ramasseurs de champignons qui je fais confiance. C'est vraiment des gens où les coins champignons, ça ne se dit pas. C'est un peu comme quand on a une mycose, on n'en parle pas, quoi. Et ça reste un champignon aussi, c'est différent. Mais et c'est vrai que c'est un peu comme quand on va cueillir la tomate de son jardin. Elle sera toujours meilleure que la tomate qu'on a prise sur le marché en bio, top, parce que c'est la nôtre. Il y a ce côté, on l'a fait pousser, il y a ce côté affectif. Ça nous appartient, on l'a vu grossir, grandir, mûrir. On sait d'où elle vient, on sait comment on l'a ramassée, on a la provenance finalement. C'est un peu le miroir aux alouettes de notre société de consommation. On veut toujours savoir d'où viennent le produit, comment il a poussé et tout ça. Donc on en est venu à une agriculture un peu aseptisée et tout ça. Et finalement, on reprend même... Ça rentre en résonance, on a la même réaction quand on vient ramasser notre propre produit. Sauf que là, on sait d'où il vient, il est totalement tracé. Et on l'a vu grandir. Et voilà, on l'a vu grandir quand on l'a cultivé, ou on l'a ramassé, et on a la satisfaction de l'avoir ramassé. C'est rassurant quand on le connaît. Tout ce qui est sauvage, alors ça c'est ce qu'on peut récolter voilà, parce que
pour la tomate, mais tout ce qui est sauvage, tout ce qui est herbe, tout ce qui est algues, on fait aussi attention à ce que ça ne soit pas souillé par l'homme. On ne va pas prendre ça au bord des chemins, on va aller un peu plus haut, un peu plus loin justement, pour éviter ce contact humain ou animal, ou voilà, qui pourrait. Mais oui, c'est vraiment intéressant, une balade en forêt ou en bord de mer pour prendre ce que la nature nous donne de meilleur. Là, 90% des plantes sauvages qui sont comestibles finalement. Dans les Pyrénées, alors qu'on en consomme peut-être 2% ou 3%. Voilà. On a perdu quand même une énorme connaissance de ça. Oui, ça demande énormément de connaissances. C'est comme les champignons, les algues, c'est pareil. Les plantes, là, récemment, il y a un jeune homme qui est mort en cuisinant, je ne sais plus si c'était la ciguë ou voilà. Ça demande une connaissance, il ne faut surtout pas, je veux dire, il ne faut pas que ça soit, il faut pas que ça devienne une mode et de se dire, bah, tiens, je vais aller en forêt, je vais aller ramasser ceci, ou je vais aller en bord de mer, je vais manger. Il y a aussi des choses toxiques. Il y a moins d'algues toxiques, non? Il y en a pas beaucoup. Oui, il y en a beaucoup moins. Oui, alors que des plantes, il y en a quand même plus. Les champignons encore plus. Tout à fait. Plus souvent en Méditerranée que les autres. Après, moi, j'ai envie de dire que c'est comme l'autoconstruction aussi. Faire sa cuisine, c'est Patrick Bouchon qui dit construire sa maison, c'est un peu comme faire la cuisine. Ça ne va pas être forcément le plat le plus incroyable, l'association la plus heureuse, mais on l'a fait petit à petit, et puis on apprend à le faire voilà, avec ses aïeuls, tout ça, et on a une prise en main. Et en plus, il y a la question de risque. Tu parlais de quelqu'un qui est mort en cuisinant quelque chose. Je pense qu'il y a des gens qui sont morts en mangeant trop de champignons aussi. Aussi, oui, mais voilà, l'excès. Voilà, l'excès. Et je pense que ça fait partie de notre vie, quoi. On fait tous pareil, on prend des risques parfois en conduisant, en buvant trop. Et je crois que ramasser des plantes, ça a peut-être aussi ça. C'est pas que c'est pas grave que quelqu'un est mort en mangeant ça, mais ça fait partie de notre comportement. Il y en a qui vont prendre des risques, d'autres qui vont regarder le bouquin pendant 2 heures pour savoir si la petite pointe de la salade elle est vraiment la bonne. Il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Mais ça fait partie de notre société. J'avais une question qui concernait la transmission. Est-ce que cuisiner des algues, est-ce que ça vient aussi est-ce que c'est une transmission des anciens, des générationnels? Est-ce que dans votre famille ou sur le territoire, les anciens déjà commençaient à travailler cette algue à travers la cuisine ou la sublimer Moi, je suis normand, en fait. Alors, je peux le dire à Marseille, ça pose pas de problème. Dire que je suis normand en Bretagne, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand on est cuisinier. C'est un peu comme Marseille et PSG, apparemment. Je suis venu dire qu'il y avait des tensions, je suis pas sûr. Mais en fait, la transmission... Enfin, nos grands-parents, nos parents ne parlaient pas trop de cuisine. Voilà, surtout que les générations d'avant ont connu les guerres mondiales et ainsi de suite, surtout en Normandie où on était très affecté avec le débarquement, tout ça. Donc la cuisine s'est transmise à demi-mot. Enfin voilà. Et par contre, on retrouve des écrits. Je vois en Bretagne. Et il y a un moment où la cuisine moléculaire était très très présente. Voilà, c'est passé de mode, heureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi pourquoi. En fait, la cuisine moléculaire, c'était si c'est juste pour comprendre ce qui se passe quand on met ceci, les algues, ça permet aussi au niveau texture d'apporter différentes textures. Donc ça, c'est important. Si c'est ça, c'est super. Après, on peut faire tout et n'importe quoi. Et il y a un pêcheur, un vieux pêcheur qui m'avait dit une fois, mais tu sais, nos grands-parents, ils prenaient les araignées comme ça, entières, et les faisaient cuire au four. Et avant, ils injectaient avec une seringue, ils mettaient du cidre. Alors, c'est un breton qui m'a dit ça, c'est ici. Et ils mettaient au niveau de la jointure des araignées sur les pattes, ils injectaient un peu de cidre brut, comme ça. Et ils mettaient ça dans le truc et ils laissaient cuire ça au four. Alors moi j'ai jamais goûté, mais je trouve ça assez marrant que c'est un grand-père breton, voilà, à l'époque. C'est une technique de cuisine, de cuisson, assez moléculaire avant l'heure. Mais après, je pense que dans chaque région, il y a sa transmission qui est peut-être différente
selon le contexte géographique, selon... moi, je ne me souviens pas... les algues, on utilisait ce qu'on appelle le goémon en Bretagne et puis le varech en Normandie. On utilisait ça pour faire des papillotes. On mettait ça, on mettait un homard, parce qu'on a que ça à manger là-bas. On mettait le homard comme ça et on le faisait cuire en papillote. Et il y avait un côté, on ouvrait la papillote, alors ça sentait l'algue, c'était extraordinaire, ça donnait vraiment du goût. Par contre, cette algue ne se mange pas, quoi, mais on s'en servait comme cuisson. C'est le grand kelp que tu utilises pour le papillote? Oui, le goémon, les algues qu'on trouve sur les rochers, voilà, qu'on utilise. Alors, ce qui est pas mal, c'est de les faire juste les ébouillanter. Elles deviennent très très vertes. Elles changent de couleur, elles sont un vert un peu flashy. Et puis après, on met ça avec un homard fondu en deux. Et on enveloppe cette papillote. Et puis, le mieux, c'est de faire cuire ça sur le côté du piano, ou un professionnel ou au four. Et ça prend vraiment tout son sens à l'ouverture. Si on peut l'ouvrir en salle, c'est extraordinaire. Ça sent... Et du coup, tout le monde dit, je veux le même plat que le monsieur. Voilà. J'ai jamais entendu ça. Parce que je connais... on a montré hier, on a parlé de flan gourmand. Parce qu'en Finistère, j'étais en Finistère, en Île-de-Molène, et là, ils étaient un peu sceptiques contre toute la nourriture avec des algues. Les gens ils ont dit non, mais... Et donc, ils étaient des gens qui disent oui, mais quand on était jeunes, on a ramassé des débris de gourmands, des algues rouges. Oui. Et quand tu laisses ça dans la pluie, ça devient blanc. Oui. Et c'est ton agar-agar naturel. Et comme ça, avec du lait, tu as de lait et du sucre, et parfois un peu de citron pour donner d'autres goûts, mais c'est juste un flan comme ça. Et tu as le jalificant qui est très bon comme ça. Et on a fait ça là. C'est pour ça qu'on... On attend d'ailleurs que tu passes en cuisine. On voulait expérimenter, mais c'est une plante de la mer, mais avec le Christ, pour essayer à quel goût ça donne aussi. Ouais, avec tout ça. Moi, je vous ai dit que j'étais en vacances. Par contre, Seb, il est en plein... On a dit que c'était un piège. Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger, Sébastien? Fabrice, un petit mot. Parce qu'on a encore donc un nouvel arrivé, Fabrice L'Extrait, et même Sébastien Richard aussi, qui nous a gentiment présenté à Sébastien Cortès. Et donc, nous avons deux nouveaux chefs et personnes qui s'occupent d'ailleurs des grandes tables aussi à Marseille, mais aussi des dîners insolites, n'est-ce pas? Donc on parlait un peu d'architecture, on a parlé de cuisine, d'algues, ça peut peut-être faire un lien à la conversation, une entrée en matière pour toi, Fabrice? J'arrive tout juste, j'arrive tout juste et je vous écoutais et j'entendais vos remarques. Et c'est ce qui est intéressant dans le rapport au territoire et puis dans la manière en effet dont votre écriture culinaire, elle se forge sur cela, mais qu'elle divague, qu'elle essaye justement de montrer comment est-ce qu'un processus d'écriture culinaire peut se faire comme vous le proposez. Voilà. Donc, nous, en tous les cas, c'est en effet ce que l'on aime croiser, côtoyer, accompagner, et ce qu'on a aussi fait déjà à quelques reprises avec Sébastien. Vous êtes cuisinier alors? Pas du tout, non. Moi, je suis factotum. Personne. Non, on accompagne, on essaye, on appelait nous notre expérience un travail sur la cuisine du quotidien et de l'extraordinaire. Donc on installe des lieux culinaires uniquement dans des lieux artistiques et culturels. Et on essaye de voir comment est-ce que ça s'écrit à la fois avec toutes les contraintes, puisqu'on est dans des endroits où il faut donner à manger à des gens qui viennent manger tous les jours,
à des artistes, avec bien entendu du public très très varié. Et puis en même temps, il y a une exigence, donc c'est pour ça qu'on a fait des travaux avec des cuisiniers, une fois plus comme Sébastien, ou avec des profils comme le vôtre. Là, voilà. On a donné la dernière, par exemple, au 104 à Paris, là, aujourd'hui à midi, d'un spectacle qu'on a monté qui s'appelle Encatation, et qui est un travail que Alexandre Gauthier, le cuisinier de la Grenouillère à Montreuil-sur-Mer, a monté il y a maintenant un an avec un artiste du monde du cirque qui s'appelle Johan Le Guilherme. Et ils ont monté un repas pour 70 personnes. Et il y a tout un récit dans ce repas qu'ils ont inventé eux-mêmes. Donc ce qui nous intéresse nous aussi, c'est de voir comment cuisine et autres disciplines échangent. Et quand on dit autres disciplines, ce qui est intéressant aussi avec le thème d'aujourd'hui, c'est que nous on a envie qu'il y ait une dimension artistique à la cuisine, mais qu'elle ne soit pas réservée à la question des 3 étoiles. Je crois avoir entendu dire que vous aviez une étoile, donc c'est bien en effet que l'on cultive ça. Alexandre aussi, on a des étoiles, mais que ce ne soit pas réservé en effet dans l'exception à des gens qui ont en effet des revenus qui soient capables de les investir là. Donc là par exemple au 104, c'était 20 € la place, donc ça permet à des gens un peu plus larges de faire ces expériences-là. Et puis surtout aussi aux cuisiniers de rencontrer d'autres écritures. Et dans ces autres écritures, comme vous le racontiez, voilà, enfin, je ne connais pas les relations que vous avez, mais c'est vrai que moi tout de suite samedi, ça serait formidable, une résidence avec un écologue, et puis voilà, pour que tout ça aille plus loin, mais pas bien entendu que pour le cuisinier, mais aussi pour l'intellectuel ou l'artiste ou le manœuvrier qui a envie en effet de travailler avec ces matières-là. Oui, il y a cette dimension culturelle croisée qui est très importante et je suis vraiment heureux, alors quand on parle des étoilés, je suis vraiment désacraliser le restaurant étoilé. Pour moi, c'est important pour montrer qu'on n'est pas besoin d'être en costard-cravate pour rentrer dans un restaurant étoilé. Mon sommelier n'a pas besoin de nœud papillon ou de cravate pour faire un bon service. Je veux dire, voilà, nous depuis... on n'a plus de cartes, on a des iPads depuis 15 ans, on était les premiers à le faire. Il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de... L'équipe de salle n'a pas de nœud papillon, voilà, ils sont bien habillés mais décontractés, justement pour mettre le client vraiment à l'aise, pour que personne ne soit... après, si c'est trop guindé, on arrive à frustrer le client parce qu'il a l'impression de ne pas être à sa place. Alors que, voilà, on a tous le droit et avoir envie de fréquenter, voilà, toutes sortes de lieux, que ce soit la street food ou de l'étoilé. Et on a monté, alors ça sera la 15e année l'an prochain. J'ai monté Rock and Talk avec un ami Jean-Marie Baudy, je ne sais pas si vous connaissez, qui est étoilé Michelin, qui était étoilé, là il a arrêté, il est sur un autre concept. Et ça a été le premier festival de gastronomie vraiment structuré à l'occasion du festival Art Rock à Saint-Brieuc, et où on a fait de la street food sur 2 jours et demi. On sert à peu près 16 000 repas. Donc c'est un truc de fou. Alors il y a des chefs étoilés, mais pas que. Il y a d'autres restaurants de qualité qui sont très vertueux dans leur façon d'appréhender leurs produits, de les cuisiner. Il y a des crêpiers, il y a des glaciers, il y a des cavistes. Et on a vraiment une approche très rock'n'roll, très populaire, où c'est vraiment... on peut manger pour 12 €, entre 8 et 12 €, avec cette qualité de cuisine, avec des produits plus simples, des produits locaux. Voilà. Et donc c'est vraiment 16 000 repas. Et alors à chaque fois je fais je fais un plat avec un artiste du festival. Alors, ça a été Dutronc, j'ai fait Gaëtan Roussel, Joe Star, qui a sa personnalité quand même, comme Julien Doré. C'est marrant de voir aussi ce que les artistes ont envie de manger, ont envie de ce qu'ils mangent au quotidien. L'idée c'est de leur demander, si j'ouvre ton frigo,
qu'est-ce que je vais y trouver? Est-ce que je vais y trouver du quinoa, des légumes bio, ou est-ce que je vais trouver de la junk food, du ketchup et compagnie, voilà. Et c'est assez intéressant de voir, ici à Higelin par exemple, j'avais fait un poulet qui était mariné au 7-Up, parce que sa nounou qui était malgache, lui faisait des poulets au lait de coco, au curry, ainsi de suite, et elle faisait toujours mariner le poulet au 7-Up. Et j'ai dit, mais jamais, enfin, j'ai jamais fait ça. Et j'ai regardé, en fait, sur le 7-Up, il n'y a que des extraits naturels, il n'y avait pas de... Donc, et c'est assez marrant de voir, avec une nounou malgache, on avait discuté longuement là-dessus, sur son alimentation, qui était vraiment pas commune, c'était vraiment intéressant. Et ce côté culturel est vraiment intéressant en cuisine, parce qu'il n'y a pas de frontières, quoi. On peut voyager tout en restant à Marseille, entre autres. Je vais peut-être rester à Marseille, Seb, pendant... Voilà. Oui, merci à tous. Si vous avez encore quelque chose à dire, c'est le moment, parce qu'effectivement, je crois que l'Open Circle va se terminer. Non? Bon, très bien. Un grand merci à tous pour votre participation. Et puis,